L'intelligence des fleurs par Maurice Maeterlinck. Chapitre 1. Je veux simplement rappeler ici quelques faits connus de tous les botanistes. Je n'ai fait aucune découverte et mon modeste apport se réduit à quelques observations élémentaires. Je n'ai pas, cela va sans dire, l'intention de passer en revue toutes les preuves d'intelligence que nous donnent les plantes. Ces preuves sont innombrables, continuelles, surtout parmi les fleurs où se concentre l'effort de la vie végétale vers la lumière et vers l'esprit. S'il se rencontre des plantes et des fleurs maladroites ou malchanceuses, il n'en est point qui soient entièrement dénuées de sagesse et d'ingéniosité. Toutes ces vertus à l'accomplissement de leur œuvre, toutes ont la magnifique ambition d'envahir et de conquérir la surface du globe en y multipliant à l'infini la forme d'existence qu'elles représentent. Pour atteindre ce but, elles ont, à raison de la loi qui les enchaîne au sol, à vaincre des difficultés bien plus grandes que celles qui s'opposent à la multiplication des animaux. Aussi, la plupart ont-elles recours à des ruses, à des combinaisons, à une machinerie, à des pièges qui, sous le rapport de la mécanique, de la balistique, de l'aviation, de l'observation des insectes par exemple, précédèrent souvent les inventions et les connaissances de l'homme. Chapitre 2. Il serait superflu de retracer le tableau des grands systèmes de la fécondation florale, le jeu des étamines et du pistil, la séduction des parfums, l'appel des couleurs harmonieuses et éclatantes, l'élaboration du nectar, absolument inutile à la fleur, et qu'elle ne fabrique que pour attirer et retenir le libérateur étranger, le messager d'amour, abeille, bourdon, mouche, papillon, phalène, qui doit lui apporter le baiser de l'amant lointain, invisible, immobile. Ce monde végétal qui nous paraît si paisible, si résigné, où tout semble acceptation, silence, obéissance, recueillement, est au contraire celui où la révolte contre la destinée est la plus véhémente et la plus obstinée. L'organe essentiel, l'organe nourricier de la plante, sa racine, l'attache indissolublement au sol. S'il est difficile de découvrir, parmi les grandes lois qui nous accablent, celle qui pèse le plus lourdement à nos épaules, pour la plante, il n'y a pas de doute. C'est la loi qui la condamne à l'immobilité depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Aussi sait-elle mieux que nous, qui dispersons nos efforts, contre quoi d'abord s'insurger. Et l'énergie de son idée fixe qui monte des ténèbres de ses racines pour s'organiser et s'épanouir dans la lumière de sa fleur est un spectacle incomparable. Elle se tend tout entière dans un même dessein. Échapper par le haut à la fatalité du bas, éluder, transgresser la lourde et sombre loi, se délivrer, briser l'étroite sphère, inventer ou invoquer des ailes, s'évader le plus loin possible, vaincre l'espace où le destin l'enferme, se rapprocher d'un autre règne, pénétrer dans un monde mouvant et animé. Qu'elle y parvienne, n'est-ce pas aussi surprenant que si nous réussissions à vivre hors du temps qu'un autre destin nous assigne, ou à nous introduire dans un univers libéré des lois les plus pesantes de la matière? Nous verrons que la fleur donne à l'homme un prodigieux exemple d'insoumission, de courage, de persévérance et d'ingéniosité. Si nous avions mis à soulever diverses nécessités qui nous écrasent, celles par exemple de la douleur, de la vieillesse et de la mort, la moitié de l'énergie qu'a déployée telle petite fleur de nos jardins, il est permis de croire que notre sort serait très différent de ce qu'il est. Chapitre 3. Ce besoin de mouvement, cet appétit d'espace, chez la plupart des plantes, se manifeste à la fois dans la fleur et dans le fruit. Il s'explique aisément dans le fruit, ou en tout cas n'y décèle qu'une expérience, une prévoyance moins complexe. Au rebours de ce qui a lieu dans le règne animal, et à cause de la terrible loi d'immobilité absolue,
Le premier et le pire ennemi de la graine, c'est la souche paternelle. Nous sommes dans un monde bizarre, où les parents, incapables de se déplacer, savent qu'ils sont condamnés à affamer ou étouffer leurs rejetons. Toute semence qui tombe au pied de l'arbre ou de la plante est perdue ou germera dans la misère. De là l'immense effort pour secouer le joug et conquérir l'espace. De là les merveilleux systèmes de dissémination, de propulsion, d'aviation que nous trouvons de toutes parts dans la forêt et dans la plaine. Entre autres, pour ne citer en passant que quelques-uns des plus curieux. L'hélice aérienne ou samarre de l'érable, la bractée du tilleul, la machine à planer du chardon, du pissenlit, du salsifis. Les ressorts détonnants de l'euphorbe, l'extraordinaire poire à gicler de la mots mordique, les crochets à laine des hériophiles et 1000 autres mécanismes inattendus et stupéfiants, car il n'est, pour ainsi dire, aucune semence qui n'ait inventé de toutes pièces quelque procédé bien à elle pour s'évader de l'ombre maternelle. On ne saurait croire, en effet, si l'on a quelque peu pratiqué la botanique, ce qu'il se dépense d'imagination et de génie dans toute cette verdure qui réjouit nos yeux. Regardez par exemple la jolie marmite à graines du mouron rouge, les 5 valves de la balsamine, les 5 capsules à détente du géranium, etc. N'oubliez pas d'examiner à l'occasion la vulgaire tête de pavot qu'on trouve chez tous les herboristes. Il y a dans cette bonne grosse tête une prudence, une prévoyance digne des plus grands éloges. On sait qu'elle renferme des milliers de petites graines noires extrêmement menues. Il s'agit de disséminer cette semence le plus adroitement et le plus loin possible. Si la capsule qui la contient se fendait, tombait ou s'ouvrait par le bas, la précieuse poudre noire ne formerait qu'un tas inutile au pied de la tige. Mais elle ne peut sortir que par des ouvertures percées tout en haut de l'enveloppe. Celle-ci, une fois mûre, se penche sur son pédoncule, encense au moindre souffle et sème littéralement, avec le geste même du semeur, les graines dans l'espace. Parlerai-je des graines qui prévoient leur dissémination par les oiseaux et qui, pour les tenter, se blottissent, comme le gui, le genévrier, le sorbier, etc., au fond d'une enveloppe sucrée? Il y a un tel raisonnement, une telle entente des causes finales qu'on n'ose guère insister de peur de renouveler les naïves erreurs de Bernardin de Saint-Pierre. Pourtant, les faits ne s'expliquent pas autrement. L'enveloppe sucrée est aussi inutile à la graine que le nectar qui attire les abeilles l'est à la fleur. L'oiseau mange le fruit parce qu'il est sucré et avale en même temps la graine qui est indigestible. L'oiseau s'envole et rend, peu après, tel qu'il l'a reçu, la semence débarrassée de sa gaine et prête à germer loin des dangers du lieu natal. Chapitre 4. Mais revenons à des combinaisons plus simples. Cueillez au bord de la route, dans la première touffe venue, un brin d'herbe quelconque, et vous surprendrez à l'œuvre une petite intelligence indépendante, inlassable, imprévue. Voici 2 pauvres plantes rampantes que vous avez 1000 fois rencontrées dans vos promenades, car on les trouve en tout lieu et jusque dans les coins les plus ingrats où s'est égarée une pincée d'humus. Ce sont 2 variétés de luzerne sauvages, Medicago, 2 mauvaises herbes au sens le plus modeste de ce mot. L'une porte une fleur rougeâtre, l'autre une houppette jaune de la grosseur d'un pois. À les voir se glisser et se dissimuler dans le gazon parmi les orgueilleuses graminées, on ne se douterait jamais qu'elles ont, bien avant l'illustre géomètre et physicien de Syracuse, découvert et tenté d'appliquer, non pas à l'élévation des liquides, mais à l'aviation, les étonnantes propriétés de la vis d'Archimède. Elles logent donc leurs graines en de légères spirales à 3 ou 4 révolutions, admirablement construites, comptant bien ainsi ralentir leur chute et par conséquent, avec l'aide du vent, prolonger leur voyage aérien. L'une d'elles, la jaune, a même perfectionné l'appareil de la rouge en garnissant les bords de la spirale d'un double rang de pointes
dans l'intention évidente de l'accrocher au passage, soit aux vêtements des promeneurs, soit à la laine des animaux. Il est clair qu'elle espère joindre les avantages de l'ériophilie, c'est-à-dire de la dissémination des graines par les moutons, les chèvres, les lapins, etc., à ceux de l'anémophilie ou dissémination par le vent. Le plus touchant dans tout ce grand effort, c'est qu'il est inutile. Les pauvres luzernes rouges et jaunes se sont trompées. Leurs remarquables vices ne leur servent de rien. Elles ne pourraient fonctionner que si elles tombaient d'une certaine hauteur, du fait d'un grand arbre ou d'une altière graminée. Mais construites au ras de l'herbe, à peine ont-elles fait un quart de tour qu'elles touchent déjà terre. Nous avons là un curieux exemple des erreurs, des tâtonnements, des expériences et des petits mécomptes assez fréquents de la nature. Car il faut ne l'avoir guère étudiée pour affirmer que la nature ne se trompe jamais. Remarquons en passant que d'autres variétés de luzerne, sans parler du trèfle, autre légumineuse papilionacée qui se confond presque avec celle dont nous nous occupons ici, n'ont pas adopté ces appareils d'aviation et s'en tiennent à la méthode primitive de la gousse. Chez l'une d'elles, la Medicago aurantiaca, on saisit très nettement la transition de la gousse contournée à l'hélice. Une autre variété, la Medicago scutellata, arrondit cette hélice en forme de boule, etc. Il semble donc que nous assistions au passionnant spectacle d'une espèce en travail d'invention, aux essais d'une famille qui n'a pas encore fixé sa destinée et cherche la meilleure façon d'assurer l'avenir. N'est-ce peut-être pas au cours de cette recherche qu'ayant été déçue par la spirale, la luzerne jaune y ajouta les pointes ou crochets à laine, se disant, non sans raison, que puisque son feuillage attire les brebis, il est inévitable et juste que celle-ci assume le souci de sa descendance. Et n'est-ce pas enfin grâce à ce nouvel effort et à cette bonne idée que la luzerne à fleurs jaunes est infiniment plus répandue que sa plus robuste cousine qui porte des fleurs rouges? Chapitre 5. Ce n'est pas seulement dans la graine ou la fleur, mais dans la plante entière, tiges, feuilles, racines, que l'on découvre, si l'on veut bien s'incliner un instant sur leur humble travail, maintes traces d'une intelligence avisée et vivante. Rappelez-vous les magnifiques efforts vers la lumière des branches contrariées, ou l'ingénieuse et courageuse lutte des arbres en danger. Pour moi, je n'oublierai jamais l'admirable exemple d'héroïsme que me donnait l'autre jour, en Provence, dans les sauvages et délicieuses gorges du Loup, tout embaumé de violettes, un énorme laurier centenaire. On lisait aisément sur son tronc tourmenté, et pour ainsi dire convulsif, tout le drame de sa vie tenace et difficile. Un oiseau ou le vent, maître des destinées, avait porté la graine au flanc du roc, tombant à pic comme un rideau de fer. Et l'arbre était né là, à 200 mètres au-dessus du torrent, inaccessible et solitaire parmi les pierres ardentes et stériles. Dès les premières heures, il avait envoyé les aveugles racines à la longue et pénible recherche de l'eau précaire et de l'humus. Mais ce n'était que le souci héréditaire d'une espèce qui connaît l'aridité du Midi. La jeune tige avait à résoudre un problème bien plus grave et plus inattendu. Elle partait d'un plan vertical, en sorte que son front, au lieu de monter vers le ciel, penchait sur le gouffre. Il avait donc fallu, malgré le poids croissant des branches, redresser le premier élan, couder opiniâtrement au ras du roc, le tronc déconcerté, et maintenir ainsi, comme un nageur qui renverse la tête, par une volonté, une tension, une contraction incessante, toute droite dans l'azur, la lourde couronne de feuilles. Dès lors, autour de ce nœud vital, s'étaient concentrées toutes les préoccupations, toute l'énergie, tout le génie conscient et libre de la plante. Le coude monstrueux hypertrophié
révélaient une à une les inquiétudes successives d'une sorte de pensée qui semblait profiter des avertissements que lui donnaient les pluies et les tempêtes. D'année en année s'alourdissait le dôme de feuillage, sans autre souci que de s'épanouir dans la lumière et la chaleur, tandis qu'un chancre obscur rongeait profondément le bras tragique qui le soutenait dans l'espace. Alors, obéissant à je ne sais quel ordre de l'instinct, 2 solides racines, 2 câbles chevelus sortis du tronc à plus de 2 pieds au-dessus du coude, étaient venus amarrer celui-ci à la paroi de granit. Avait-il vraiment été évoqué par la détresse, ou bien attendait-il peut-être prévoyant depuis les premiers jours l'heure aiguë du péril pour redoubler leur aide? N'était-ce qu'un hasard heureux? Quel œil humain assistera jamais à ces drames muets et trop longs pour notre petite vie? Note. Rapprochons de ceci l'acte d'intelligence d'une autre racine dont Brandis, Überleben und Polarität, nous rapporte les exploits. Elle avait, en s'enfonçant dans la terre, rencontré une vieille semelle de bottes. Pour traverser cet obstacle, qu'elle était apparemment la première de son espèce à trouver sur sa route, elle se subdivisa en autant de parties qu'il y avait de trous laissés par les points de couture, puis l'obstacle franchi, elle réunit et ressouda toutes ses radicelles divisées de manière à reformer un pivot unique et homogène. Chapitre 6. Parmi les végétaux qui donnent les preuves les plus frappantes d'initiative, les plantes qu'on pourrait appeler animées ou sensibles auraient droit à une étude détaillée. Je me contenterai de rappeler les effarouchements délicieux de la sensitive, la mimosa pudique que nous connaissons tous. D'autres herbes à mouvement spontané sont plus ignorées, les édissarées notamment, entre lesquelles l'Edissarum gyrans ou sainfoin oscillant s'agitent d'une façon bien surprenante. Cette petite légumineuse, originaire du Bengale, mais souvent cultivée dans nos serres, exécute une sorte de danse perpétuelle et compliquée en l'honneur de la lumière. Ses feuilles se divisent en 3 folioles, l'une large et terminale, les 2 autres étroites et plantées à la naissance de la première. Chacune de ces folioles est animée d'un mouvement propre et différent. Elles vivent dans une agitation rythmique, presque chronométrique et incessante. Elles sont tellement sensibles à la clarté que leur danse s'alentit ou s'accélère selon que les nuages voilent ou découvrent le coin de ciel qu'elles contemplent. Ce sont, comme on voit, de véritables photomètres, et bien avant l'invention de Crookes, des otéoscopes naturels. Chapitre 7. Mais ces plantes, auxquelles il faudrait ajouter les rosolis, les dionnées et bien d'autres, sont déjà des êtres nerveux dépassant un peu la crête mystérieuse et probablement imaginaire qui sépare le règne végétal de l'animal. Il n'est pas nécessaire de monter jusque-là, et l'on trouve autant d'intelligence et presque autant de spontanéité visible à l'autre extrémité du monde qui nous occupe, dans les bas-fonds où la plante se distingue à peine du limon ou de la pierre. J'entends parler de la fabuleuse tribu des cryptogames qu'on ne peut étudier qu'au microscope. C'est pourquoi nous la passerons sous silence, bien que le jeu des spores du champignon, de la fougère et surtout de la prêle ou queue de rat soit d'une délicatesse, d'une ingéniosité incomparable. Mais parmi les plantes aquatiques habitantes des vases et des boues originelles, s'opèrent de moins secrètes merveilles. Comme la fécondation de leurs fleurs ne peut se faire sous l'eau, chacune d'elles a imaginé un système différent pour que le pollen puisse se disséminer à sec. Ainsi, les austères, c'est-à-dire le vulgaire varech dont on fait des matelas, renferment soigneusement leurs fleurs dans une véritable cloche à plongeur. Les nénuphars envoient la leur s'épanouir à la surface de l'étang, l'y maintiennent et l'y nourrissent sur un interminable pédoncule qui s'allonge dès que s'élève le niveau de l'eau. Le faux nénuphar, Villarcia nymphoïde,
n'ayant pas de pédoncule allongeable, lâchent tout simplement les siennes qui montent et crèvent comme des bulles. La macre ou châtaigne d'eau Trapa natans les munit d'une sorte de vessie gonflée d'air. Elle monte, s'ouvre, puis la fécondation accomplie, l'air de la vessie est remplacé par un liquide mucilagineux plus lourd que l'eau, et tout l'appareil redescend dans la vase où mûriront les fruits. Le système de l'utriculaire est encore plus compliqué. Voici comme le décrit M. H. Boquillon dans La vie des plantes. Ces plantes, communes dans les étangs, les fossés, les mares, les flaques d'eau des tourbières, ne sont pas visibles en hiver. Elles reposent sur la vase. Leur tige allongée, grêle, traînante, est garnie de feuilles réduites à des filaments ramifiés. À l'aisselle des feuilles ainsi transformées, on remarque une sorte de petite poche piriforme dont l'extrémité supérieure et aiguë est munie d'une ouverture. Cette ouverture porte une soupape qui ne peut s'ouvrir que du dehors en dedans. Les bords en sont garnis de poils ramifiés. L'intérieur de la poche est tapissé d'autres petits poils sécréteurs qui lui donnent l'aspect du velours. Lorsque le moment de la floraison est arrivé, les petites outres axillaires se remplissent d'air. Plus cet air tend à s'échapper, mieux il ferme la soupape. En définitive, il donne à la plante une grande légèreté spécifique et l'amène à la surface de l'eau. C'est alors seulement que s'épanouissent ces charmantes petites fleurs jaunes qui simulent de bizarres petits museaux aux lèvres plus ou moins renflées, dont le palais est strié de lignes orangées ou ferrugineuses. Pendant les mois de juin, juillet, août, elles montrent leur fraîche couleur au milieu des détritus végétaux, s'élevant gracieusement au-dessus de l'eau bourbeuse. Mais la fécondation s'est effectuée, le fruit se développe, les rôles changent. L'eau ambiante pèse sur la soupape des utricules, l'enfonce, se précipite dans la cavité, alourdit la plante et la force à redescendre dans la vase. N'est-il pas curieux de voir ramasser en ce petit appareil immémorial quelques-unes des plus fécondes et des plus récentes inventions humaines? Le jeu des valves ou des soupapes, la pression des liquides et de l'air, le principe d'Archimède étudié et utilisé. Comme le fait observer l'auteur que nous venons de citer, l'ingénieur qui, le premier, attacha au bâtiment coulé à fond un appareil de flottage ne se doutait guère qu'un procédé analogue était en usage depuis des milliers d'années. Dans un monde que nous croyons inconscient et dénué d'intelligence, nous nous imaginons d'abord que la moindre de nos idées crée des combinaisons et des rapports nouveaux. À examiner les choses de plus près, il paraît infiniment probable qu'il nous est impossible de créer quoi que ce soit. Dernier venu sur cette terre, nous retrouvons simplement ce qui a toujours existé. Nous refaisons comme des enfants émerveillés la route que la vie avait faite avant nous. Il est du reste fort naturel et réconfortant qu'il en soit ainsi. Mais nous reviendrons sur ce point. Chapitre 8. Nous ne pouvons quitter les plantes aquatiques sans rappeler brièvement la vie de la plus romanesque d'entre elles, la légendaire Valisner ou Valisnerie, une hydrocaridée dont les noces forment l'épisode le plus tragique de l'histoire amoureuse des fleurs. La Valisner est une herbe assez insignifiante qui n'a rien de la grâce étrange du nénuphar ou de certaines chevelures sous-marines. Mais on dirait que la nature a pris plaisir à mettre en elle une belle idée. Toute l'existence de la petite plante se passe au fond de l'eau, dans une sorte de demi-sommeil, jusqu'à l'heure nuptiale où elle aspire à une vie nouvelle. Alors la fleur femelle déroule lentement la longue spirale de son pédoncule, monte, émerge, vient planer et s'épanouir à la surface de l'étang. D'une souche voisine, les fleurs mâles qui l'entrevoient à travers l'eau ensoleillée s'élèvent à leur tour, pleines d'espoir, vers celle qui se balance, les attend, les appelle dans un monde magique. Mais arrivées à mi-chemin, elles se sentent brusquement retenues, leur tige, source même de leur vie, est trop courte. Elles n'atteindront jamais le séjour de lumière, le seul où se puisse accomplir l'union des étamines et du pistil.
Est-il dans la nature inadvertance ou épreuve plus cruelle? Imaginez le drame de ce désir, l'inaccessible que l'on touche, la fatalité transparente, l'impossible sans obstacle visible. Il serait insoluble comme notre propre drame sur cette terre. Mais voici que s'y mêle un élément inattendu. Les mâles avaient-ils le pressentiment de leur déception? Toujours est-il qu'ils ont renfermé dans leur cœur une bulle d'air, comme on renferme dans son âme une pensée de délivrance désespérée. On dirait qu'ils hésitent un instant, puis, d'un effort magnifique, le plus surnaturel que je sache dans les fastes des insectes et des fleurs, pour s'élever jusqu'au bonheur, ils rompent délibérément le lien qui les attache à l'existence. Ils s'arrachent à leur pédoncule et d'un incomparable élan, parmi des perles d'allégresse, leurs pétales viennent crever la surface des eaux. Blessés à mort, mais radieux et libres, ils flottent un moment aux côtés de leurs insoucieuses fiancées. L'union s'accomplit, après quoi les sacrifiés s'en vont périr à la dérive, tandis que l'épouse, déjà mère, clôt sa corolle ou vit leur dernier souffle, enroule sa spirale et redescend dans les profondeurs pour y mûrir le fruit du baiser héroïque. Faut-il ternir ce joli tableau, rigoureusement exact, mais vu du côté de la lumière, en le regardant également du côté de l'ombre? Pourquoi pas? Il y a parfois du côté de l'ombre des vérités tout aussi intéressantes que du côté de la lumière. Cette délicieuse tragédie n'est parfaite que lorsque l'on considère l'intelligence, les aspirations de l'espèce. Mais si l'on observe les individus, on les verra souvent s'agiter maladroitement et à contresens dans ce plan idéal. Tantôt les fleurs mâles monteront à la surface quand il n'y a pas encore de fleurs pistillées dans le voisinage. Tantôt, lorsque l'eau basse leur permettrait de rejoindre aisément leurs compagnes, elles n'en rompront pas moins, machinalement et inutilement leurs tiges. Nous constatons ici, une fois de plus, que tout le génie réside dans l'espèce, la vie ou la nature, et que l'individu est à peu près stupide. Chez l'homme seul, il y a émulation réelle entre les deux intelligences, tendance de plus en plus précise, de plus en plus active, à une sorte d'équilibre qui est le grand secret de notre avenir. Chapitre 9. Les plantes parasites nous offriraient également de singuliers et malicieux spectacles, telle cette étonnante grande cuscute qu'on appelle vulgairement teigne ou barbe de moine. Elle n'a pas de feuilles et à peine sa tige a-t-elle atteint quelques centimètres de longueur qu'elle abandonne volontairement ses racines pour s'enrouler autour de la victime qu'elle a choisie et dans laquelle elle enfonce ses suçoirs. Dès lors, elle vit exclusivement aux dépens de sa proie. Il est impossible de tromper sa perspicacité. Elle refusera tout soutien qui ne lui plaît pas et ira chercher, assez loin s'il le faut, la tige de chanvre, de houblon, de luzerne ou de lin qui convient à son tempérament et à ses goûts. Cette grande cuscute appelle naturellement notre attention sur les plantes grimpantes qui ont des mœurs très remarquables et dont il faudrait dire un mot. Du reste, ceux d'entre nous qui ont quelque peu vécu à la campagne ont eu maintes fois l'occasion d'admirer l'instinct, la sorte de vision qui dirige les vrilles de la vigne vierge ou du volubilis vers le manche d'un râteau ou d'une bêche posée contre un mur. Déplacer le râteau, et le lendemain, la vrille se sera complètement retournée et l'aura retrouvée. Schopenhauer, dans son traité Über den Willen in der Natur, au chapitre consacré à la physiologie des plantes, résume sur ce point et sur plusieurs autres une foule d'observations et d'expériences qu'il serait trop long de rapporter ici. J'y renvoie donc le lecteur. Il y trouvera l'indication de nombreuses sources et références. Ai-je besoin d'ajouter que depuis 50 ou 60 ans, ces sources se sont étrangement multipliées et qu'au surplus, la matière est presque inépuisable? Entre tant d'inventions, de ruses, de précautions diverses, citons encore, à titre d'exemple, la prudence de l'Iocéride rayonnante, Ioceris radiata, petite plante à fleurs jaunes,
assez semblable au pissenlit et qu'on trouve fréquemment sur les vieux murs de la Riviera. Afin d'assurer à la fois la dissémination et la stabilité de sa race, elle porte en même temps 2 espèces de graines. Les unes se détachent facilement et sont munies d'ailes pour se livrer au vent, tandis que les autres, qui en sont dépourvues, demeurent prisonnières dans l'inflorescence et ne sont libérées que lorsque celle-ci se décompose. Le cas de la lampourde épineuse, Xanthium spinosum, nous montre à quel point sont bien conçus et réussissent effectivement certains systèmes de dissémination. Cette lampourde est une affreuse mauvaise herbe hérissée de pointes barbares. Il n'y a pas bien longtemps, elle était inconnue dans l'Europe occidentale et personne naturellement n'avait songé à l'y acclimater. Elle doit ses conquêtes aux crochets qui garnissent les capsules de ses fruits et qui s'agriffent à la toison des animaux. Originaire de la Russie, elle nous est arrivée dans les ballots de laine importés du fond des steppes de la Moscovie, et l'on pourrait suivre sur la carte les étapes de cette grande migratrice qui s'annexa à un nouveau monde. La silène d'Italie, Silène italica, petite fleur blanche et naïve qu'on trouve en abondance sous les oliviers, a fait travailler sa pensée dans une autre direction. Apparemment très craintive, très susceptible, pour éviter la visite d'insectes incommodes et indélicats, elle garnit ses tiges de poils glanduleux d'où suinte une liqueur visqueuse et où se prennent si bien les parasites que les paysans du Midi utilisent la plante comme attrape-mouche dans leur maison. Certaines espèces de silènes ont d'ailleurs ingénieusement simplifié le système. Comme c'est surtout les fourmis qu'elles redoutent, elles ont trouvé qu'il suffisait, pour les empêcher de passer, de disposer sous le nœud de chaque tige un large anneau gluant. C'est exactement ce que font les jardiniers quand ils tracent autour du tronc des pommiers, afin d'arrêter l'ascension des chenilles, un anneau de goudron. Ceci nous mènerait à étudier les moyens de défense des plantes. Monsieur Henri Coupin, dans un excellent livre de vulgarisation, Les plantes originales, auquel je renvoie le lecteur qui désire de plus amples détails, examine quelques-unes de ces armes bizarres. Il y a d'abord la passionnante question des épines, au sujet desquelles un élève de la Sorbonne, Monsieur Lotelier, a fait de très curieuses expériences qui prouvent que l'ombre et l'humidité tendent à supprimer les parties piquantes des végétaux. Par contre, plus le lieu où elle croît est aride et brûlé de soleil, plus la plante se hérisse et multiplie ses dards, comme si elle comprenait que presque seule survivante parmi les rocs déserts ou sur le sable calciné, il est nécessaire qu'elle redouble énergiquement sa défense contre un ennemi qui n'a plus le choix de sa proie. Il est en outre remarquable que, cultivées par l'homme, la plupart des plantes à épines abandonnent peu à peu leurs armes, remettant le soin de leur salut au protecteur surnaturel qui les adopte dans son clos. Note 2. Parmi les plantes qui ne se défendent plus, le cas le plus frappant est celui de la laitue. À l'état sauvage, comme le fait remarquer l'auteur cité plus haut, si l'on casse une tige ou une feuille, on en voit sortir un suc blanc, un latex, corps formé de matières diverses, qui défend vigoureusement la plante contre les atteintes des limaces. Au contraire, dans l'espèce cultivée qui dérive de la précédente, le latex fait presque défaut. Aussi la plante, au grand désespoir des jardiniers, n'est-elle plus capable de lutter et se laisse-t-elle manger par les limaces. Il conviendrait cependant d'ajouter que ce latex ne manque guère que chez les jeunes plantes, au lieu qu'il redevient fort abondant quand la laitue se met à pommer et quand elle monte en graines. Or, c'est au début de sa vie, au moment de ses premières et tendres feuilles, qu'elle aurait surtout besoin de se défendre. On dirait que la plante cultivée perd un peu la tête, si l'on peut s'exprimer ainsi, et qu'elle ne sait plus au juste où elle en est. Certaines plantes, entre autres les borraginées, remplacent les épines par des poils très durs. D'autres, comme l'ortie, y ajoutent le poison. D'autres, le géranium, la menthe, la rue, etc., pour écarter les animaux, s'imprègnent d'odeurs fortes. Mais les plus étranges sont celles qui se défendent mécaniquement.
Je ne citerai que la prêle qui s'entoure d'une véritable armure de grains de silex microscopiques. Du reste, presque toutes les graminées, afin de décourager la gloutonnerie des limaces et des escargots, introduisent de la chaux dans leur tissu. Chapitre 10. Avant d'aborder l'étude des appareils compliqués que nécessite la fécondation croisée, parmi les milliers de cérémonies nuptiales en usage dans nos jardins, mentionnons les idées ingénieuses de quelques fleurs très simples où les époux naissent, s'aiment et meurent dans la même corolle. On connaît suffisamment le type du système. Les étamines. Note 3. Au début de cette étude qui pourrait devenir le livre d'or des noces de la fleur, dont je laisse le soin à plus savants que moi, il n'est peut-être pas inutile d'appeler l'attention du lecteur sur la terminologie défectueuse, déconcertante, dont on use en botanique pour désigner les organes reproducteurs de la plante. Dans l'organe femelle, le pistil, qui comprend l'ovaire, le style et le stigmate qui le couronnent, tout est du genre masculin et tout semble viril. Par contre, les organes mâles, les étamines, que surmontent les anthères, ont un nom de jeune fille. Il est bon de se pénétrer une fois pour toutes de cette antinomie. Ainsi, les étamines, ou organes mâles, généralement frêles et nombreuses, sont rangées autour du pistil robuste et patient. Mariti et uxores uno eudemque thalamo gaudent, dit délicieusement le grand Linné. Traduction, maris et femmes, ensemble heureux dans une même chambre. Mais la disposition, la forme, les habitudes de ces organes varient de fleur en fleur, comme si la nature avait une pensée qui ne peut encore se fixer, ou une imagination qui se fait son point d'honneur de ne jamais se répéter. Souvent, le pollen, quand il est mûr, tombe tout naturellement du haut des étamines sur le pistil, mais bien souvent aussi, pistil et étamines sont de même taille, ou celles-ci sont trop éloignées, ou le pistil est 2 fois plus grand qu'elles. Ce sont alors des efforts infinis pour se joindre. Tantôt, comme dans l'ortie, les étamines, au fond de la corolle, se tiennent accroupies sur leurs tiges. Au moment de la fécondation, celle-ci se détend telle qu'un ressort, et l'anthère ou sac à pollen qui la surmonte lance un nuage de poussière sur le stigmate. Tantôt, comme chez l'épine vinette, pour que l'hymen ne puisse s'accomplir que durant les belles heures d'un beau jour, les étamines, éloignées du pistil, sont maintenues contre les parois de la fleur par le poids de 2 glandes humides. Le soleil paraît, évapore le liquide, et les étamines délestées se précipitent sur le stigmate. Ailleurs, c'est autre chose. Ainsi, chez les primevères, les femelles sont tour à tour plus longues ou plus petites que les mâles. Dans le lys, la tulipe, etc., l'épouse, trop élancée, fait ce qu'elle peut pour recueillir et fixer le pollen. Mais le système le plus original et le plus fantaisiste est celui de la rue, Ruta gravolans, une herbe médicinale assez malodorante, de la bande malfamée des héménagogues. Les étamines, tranquilles et dociles dans la corolle jaune, attendent, rangées en cercle autour du gros pistil trapu. À l'heure conjugale, obéissant à l'ordre de la femme, qui fait apparemment une sorte d'appel nominal, l'un des mâles s'approche et touche le stigmate, puis viennent le 3e, le 5e, le 7e, le 9e mâle, jusqu'à ce que tout le rang impair est donné. Ensuite, c'est dans le rang pair, le tour du 2e, du 4e, du 6e, etc. C'est bien l'amour au commandement. Cette fleur qui sait compter me paraissait si extraordinaire que je n'en ai pas cru d'abord les botanistes et que j'ai tenu à vérifier plus d'une fois son sentiment des nombres avant d'oser le confirmer. J'ai constaté qu'elle se trompe assez rarement. Il serait abusif de multiplier ces exemples. Une simple promenade dans les champs ou les bois permettra de faire sur ce point 1000 observations aussi curieuses que celles que rapportent les botanistes. Mais avant de clore ce chapitre, je tiens à signaler une dernière fleur. Non qu'elle témoigne d'une imagination bien extraordinaire,
mais pour la grâce délicieuse et facilement saisissable de son geste d'amour. C'est la nigelle de Damas, Nigella damascena, dont les noms vulgaires sont charmants, cheveux de Vénus, diable dans le buisson, belle aux cheveux dénoués, etc., et fort heureux et touchant de la poésie populaire pour décrire une petite plante qui lui plaît. On la trouve, cette plante, à l'état sauvage, dans le Midi, au bord des routes et sous les oliviers, et dans le Nord, on la cultive assez souvent dans les jardins un peu démodés. La fleur est d'un bleu tendre, simple comme une fleurette de primitif, et les cheveux de Vénus, les cheveux dénoués, sont les feuilles emmêlées, ténues et légères, qui entourent la corolle d'un buisson de verdure vaporeuse. À la naissance de la fleur, les 5 pistils, extrêmement longs, se tiennent étroitement groupés au centre de la couronne d'azur, comme 5 reines vêtues de robes vertes, altières, inaccessibles. Autour d'elles se presse sans espoir la foule innombrable de leurs amants, les étamines, qui n'arrivent pas à la hauteur de leurs genoux. Alors, au sein de ce palais de turquoise et de saphir, dans le bonheur des jours d'été, commence le drame sans parole et sans dénouement que l'on puisse prévoir de l'attente impuissante, inutile, immobile. Mais les heures s'écoulent, qui sont les années de la fleur. L'éclat de celle-ci se ternit, des pétales se détachent, et l'orgueil des grandes reines, sous le poids de la vie, semble enfin s'infléchir. À un moment donné, comme si elles obéissaient au mot d'ordre secret et irrésistible de l'amour qui juge l'épreuve suffisante, d'un mouvement concerté et symétrique, comparable aux harmonieuses paraboles d'un quintuple jet d'eau qui retombe dans sa vasque, toutes ensemble se penchent à la renverse et viennent gracieusement cueillir aux lèvres de leurs humbles amants la poudre d'or du baiser nuptial. Chapitre 11. L'imprévu, comme on voit, abonde ici. Il y aurait donc à écrire un gros livre sur l'intelligence des plantes, comme Roman en fit un sur l'intelligence des animaux. Mais cette esquisse n'a nullement la prétention de devenir un manuel de ce genre. J'y veux simplement attirer l'attention sur quelques événements intéressants qui se passent à côté de nous, dans ce monde où nous nous croyons un peu trop vaniteusement privilégiés. Ces événements ne sont pas choisis, mais pris à titre d'exemple, au hasard des observations et des circonstances. Au demeurant, j'entends, en ces brèves notes, m'occuper avant tout de la fleur, car c'est en elle qu'éclatent les plus grandes merveilles. J'écarte pour l'instant les fleurs carnivores, Droserace, Nepenthes, Sarracénier, etc., qui touchent au règne animal et demanderaient une étude spéciale et développée pour ne m'attacher qu'à la fleur vraiment fleur, à la fleur proprement dite, que l'on croit insensible et inanimée. Afin de séparer les faits des théories, parlons d'elle comme si elle avait prévu et conçu, à la manière des hommes, ce qu'elle a réalisé. Nous verrons plus loin ce qu'il faut lui laisser, ce qu'il convient de lui reprendre. En ce moment, la voilà seule en scène, comme une princesse magnifique, douée de raison et de volonté. Il est indéniable qu'elle en paraît pourvue, et pour l'en dépouiller, il faut avoir recours à de bien obscures hypothèses. Elle est donc là, immobile, sur sa tige, abritant dans un tabernacle éclatant les organes reproducteurs de la plante. Il semble qu'elle n'ait qu'à laisser s'accomplir au fond de ce tabernacle d'amour l'union mystérieuse des étamines et du pistil. Et beaucoup de fleurs y consentent. Mais pour beaucoup d'autres se pose, gros d'affreuses menaces, le problème, normalement insoluble, de la fécondation croisée. À la suite de quelles expériences innombrables et immémoriales ont-elles reconnu que l'autofécondation, c'est-à-dire la fécondation du stigmate par le pollen tombé des anthères qui l'entourent dans la même corolle, entraîne rapidement la dégénérescence de l'espèce? Elles n'ont rien reconnu, ni profité d'aucune expérience, nous dit-on. La force des choses élimina tout simplement et peu à peu les graines et les plantes affaiblies par l'autofécondation.
Bientôt ne subsistèrent que celles qu'une anomalie quelconque, par exemple la longueur exagérée du pistil, inaccessible aux anthères, empêchait qu'elles se fécondassent elles-mêmes. Ces exceptions survivant seules, à travers 1000 péripéties, l'hérédité fixa finalement l'œuvre du hasard et le type normal disparut. Chapitre 12. Nous verrons plus loin ce qu'éclairent ces explications. Pour le moment, sortons encore une fois dans le jardin ou dans la plaine afin d'étudier de plus près 2 ou 3 inventions curieuses du génie de la fleur. Et déjà, sans nous éloigner de la maison, voici, hantée des abeilles, une touffe odorante qu'habite un mécanicien très habile. Il n'est personne, même parmi les moins rustiques, qui ne connaissent la bonne sauge. C'est une labiée sans prétention. Elle porte une fleur très modeste qui s'ouvre énergiquement, comme une gueule affamée, afin de happer au passage les rayons du soleil. On en trouve d'ailleurs un grand nombre de variétés qui, détail curieux, n'ont pas tout adopté ou poussé à la même perfection le système de fécondation que nous allons examiner. Mais je ne m'occupe ici que de la sauge la plus commune, celle qui recouvre en ce moment, comme pour célébrer le passage du printemps, de draperies violettes, tous les murs de mes terrasses d'oliviers. Je vous assure que les balcons des grands palais de marbre qui attendent les rois n'eurent jamais décoration plus luxueuse, plus heureuse, plus odorante. On croit saisir les parfums même des clartés du soleil lorsqu'il est le plus chaud, lorsque sonne midi. Pour en venir au détail, le stigmate ou organe femelle est donc renfermé dans la lèvre supérieure qui forme une sorte de capuchon où se trouvent également les 2 étamines ou organes mâles. Afin d'empêcher qu'elles ne fécondent le stigmate qui partage le même pavillon nuptial, ce stigmate est 2 fois plus long qu'elles, de sorte qu'elles n'ont aucun espoir de l'atteindre. Du reste, pour éviter tout accident, la fleur s'est faite proténandre, c'est-à-dire que les étamines mûrissent avant le pistil, si bien que lorsque la femelle est apte à concevoir, les mâles ont déjà disparu. Il faut donc qu'une force extérieure intervienne pour accomplir l'union en transportant un pollen étranger sur le stigmate abandonné. Un certain nombre de fleurs, les anémophiles, s'en remettent au vent de ce soin. Mais la sauge, et c'est le cas le plus général, est entomophile, c'est-à-dire qu'elle aime les insectes et ne compte que sur la collaboration de ceux-ci. Du reste, elle n'ignore point, car elle sait bien des choses, qu'elle vit dans un monde où il convient de ne s'attendre à aucune sympathie, à aucune aide charitable. Elle ne perdra donc pas sa peine à faire d'inutiles appels à la complaisance de l'abeille. L'abeille, comme tous ceux qui luttent contre la mort sur notre terre, n'existe que pour soi et pour son espèce et ne se soucie nullement de rendre service aux fleurs qui la nourrissent. Comment l'obliger d'accomplir malgré elle, ou du moins à son insu, son office matrimonial? Voici le merveilleux piège d'amour imaginé par la sauge. Tout au fond de sa tente de soie violette, elle distille quelques gouttes de nectar. C'est l'appât. Mais barrant l'accès du liquide sucré, se dressent 2 tiges parallèles, assez semblables aux arbres pivotants d'un pont-levis hollandais. Tout en haut de chaque tige se trouve une grosse ampoule, l'anthère, qui déborde de pollen. En bas, 2 ampoules plus petites servent de contrepoids. Quand l'abeille pénètre dans la fleur, pour atteindre le nectar, elle doit pousser de la tête les petites ampoules. Les 2 tiges, qui pivotent sur un axe, basculent aussitôt et les anthères supérieures viennent toucher les flancs de l'insecte qu'ils couvrent de poussière fécondante. Aussitôt l'abeille sortie, les pivots formant ressort ramènent le mécanisme à sa position primitive et tout est prêt à fonctionner lors d'une nouvelle visite. Cependant, ce n'est là que la première moitié du drame. La suite se déroule dans un autre décor. En une fleur voisine, où les étamines viennent de se flétrir, entre en scène le pistil qui attend le pollen.
Il sort lentement du capuchon, s'allonge, s'incline, se recourbe, se bifurque, de manière à barrer à son tour l'entrée du pavillon. Allant au nectar, la tête de l'abeille passe librement sous la fourche suspendue, mais celle-ci vient lui frotter le dos et les flancs, exactement au point que touchèrent les étamines. Le stigmate bifide absorbe avidement la poussière argentée et l'imprégnation s'accomplit. Il est du reste facile, en introduisant dans la fleur un brin de paille ou le bout d'une allumette, de mettre en branle l'appareil et de se rendre compte de la combinaison et de la précision touchante et merveilleuse de tous ces mouvements. Les variétés de la sauge sont très nombreuses. On en compte environ 500, et je vous fais grâce de la plupart de leurs noms scientifiques qui ne sont pas toujours élégants. Salvia pratensis, officinalis, celle de nos potagers, Orminum, Orminoïde, Glutinosa, Sclarea, Romeri, Azurea, Picheri, Splendens, la magnifique sauge écarlate de nos corbeilles, etc. Il ne s'en trouve peut-être pas une seule qui n'ait modifié quelques détails du mécanisme que nous venons d'examiner. Les unes, et c'est je crois un perfectionnement discutable, ont doublé, parfois triplé la longueur du pistil, de telle façon qu'il sort non seulement du capuchon, mais vient amplement se recourber en panache devant l'entrée de la fleur. Elles évitent ainsi le danger, à la rigueur possible, de la fécondation du stigmate par les anthères logés dans le même capuchon. Mais par contre, il se peut faire, si la proténondrie n'est pas rigoureuse, que l'abeille, au sortir de la fleur, dépose sur ce stigmate le pollen des anthères avec lesquels il cohabite. D'autres, dans le mouvement de bascule, font diverger davantage les anthères, qui, de cette manière, frappent avec plus de précision les flancs de l'animal. D'autres, enfin, n'ont pas réussi à agencer, à ajuster toutes les parties de la mécanique. Je trouve, par exemple, non loin de mes sauges violettes, près du puits, sous une touffe de laurier rose, une famille à fleurs blanches teintées de lilas pâle. On n'y découvre ni projet, ni trace de bascule. Les étamines et le stigmate encombrent pêle-mêle le milieu de la corolle. Tout y semble livré au hasard et désorganisé. Je ne doute pas qu'il ne soit possible, à qui réunirait les très nombreuses variétés de cet labier, de reconstituer toute l'histoire, de suivre toutes les étapes de l'invention, depuis le désordre primitif de la sauge blanche que j'ai sous les yeux, jusqu'au dernier perfectionnement de la sauge officinale. Qu'est-ce à dire ? Le système est-il encore à l'étude dans la tribu aromatique ? En est-on toujours à la période de la mise au point et des essais, comme pour la vis d'Archimède dans la famille du sainfoin ? N'y a-t-on pas encore unanimement reconnu l'excellence de la bascule automatique ? Tout ne serait donc pas immuable et préétabli ? On discuterait, on expérimenterait donc dans ce monde que nous croyons fatalement, organiquement routinier ? Note 4. Je poursuis depuis quelques années une série d'expériences sur l'hybridation des sauges, fécondant artificiellement, après les précautions d'usage pour écarter toute intervention du vent et des insectes, une variété dont le mécanisme floral est très perfectionné, avec le pollen d'une variété très arriérée et inversement. Mes observations ne sont pas encore suffisamment nombreuses pour que j'en puisse donner ici le détail. Néanmoins, il semble qu'une loi générale commence déjà de s'en dégager, à savoir que la sauge arriérée adopte volontiers les perfectionnements de la sauge avancée, au lieu que celle-ci prend rarement les défauts de la première. Il y aurait là une assez curieuse échappée sur les procédés, les habitudes, les préférences, le goût du mieux de la nature. Mais ce sont des expériences qui sont forcément lentes et longues à cause du temps perdu à réunir les variétés diverses, des épreuves et contre-épreuves nécessaires, etc. Il serait donc prématuré d'en tirer la moindre conclusion. Chapitre 13. Quoi qu'il en soit, la fleur de la plupart des sauges offre donc une élégante solution du grand problème de la fécondation croisée. Mais de même que parmi les hommes,
une invention nouvelle est aussitôt reprise, simplifiée, améliorée par une foule de petits chercheurs infatigables. Dans le monde des fleurs qu'on pourrait appeler mécanique, le brevet de la sauge a été tourné et en main détail étrangement perfectionné. Une assez vulgaire scrofularinée, la pédiculaire des bois, Pedicularis sylvatica, que vous avez sûrement rencontrée dans les parties ombragées des bocteaux et des bruyères, y a apporté des modifications extrêmement ingénieuses. La forme de la corolle est à peu près pareille à celle de la sauge. Le stigmate et les deux anthères sont tous trois logés dans le capuchon supérieur. Seule la petite boule humide du stigmate dépasse le capuchon, tandis que les anthères y demeurent strictement prisonnières. Dans ce tabernacle soyeux, les organes des deux sexes sont donc très à l'étroit et même en contact immédiat. Néanmoins, grâce à un dispositif tout différent de celui de la sauge, l'autofécondation est absolument impossible. En effet, les anthères forment deux ampoules pleines de poudre. Ces ampoules, qui n'ont chacune qu'une ouverture, sont juxtaposées de manière que ces ouvertures coïncidant s'obsturent réciproquement. Elles sont maintenues de force à l'intérieur du capuchon, sur leurs tiges repliées qui forment ressort par deux sortes de dents. L'abeille ou le bourdon qui pénètre dans la fleur pour y puiser le nectar écarte nécessairement ses dents. Aussitôt libérées, les ampoules surgissent, se projettent au dehors et s'abattent sur le dos de l'insecte. Mais là ne s'arrête pas le génie et la prévoyance de la fleur. Comme le fait observer H. Müller, qui le premier étudia complètement le prodigieux mécanisme de la pédiculaire, si les étamines frappaient l'insecte en conservant leur disposition relative, pas un grain de pollen n'en sortirait, puisque leurs orifices se bouchent réciproquement. Mais un artifice aussi simple qu'ingénieux vient à bout de la difficulté. La lèvre inférieure de la corolle, au lieu d'être symétrique et horizontale, est irrégulière et oblique, au point qu'un côté est plus haut que l'autre de quelques millimètres. Le bourdon posé dessus ne peut avoir lui-même qu'une position inclinée. Il en résulte que sa tête ne heurte que l'une après l'autre les saillies de la corolle. C'est donc successivement aussi que se produit le déclenchement des étamines, et l'une puis l'autre viennent frapper l'insecte, leur orifice libre, et l'asperger de poussière fécondante. Quand le bourdon passe ensuite à une autre fleur, il la féconde inévitablement, car, détail omis à dessein, ce qu'il rencontre tout d'abord en poussant sa tête à l'entrée de la corolle, c'est le stigmate qui le frôle juste à l'endroit où il va, l'instant d'après, être atteint par le choc des étamines, l'endroit précisément où l'ont déjà touché les étamines de la fleur qu'il vient de quitter. Chapitre 14. On pourrait multiplier indéfiniment ces exemples. Chaque fleur a son idée, son système, son expérience acquise qu'elle met à profit. À examiner de près leurs petites inventions, leurs procédés divers, on se rappelle ces passionnantes expositions de machines-outils où le génie mécanique de l'homme révèle toutes ses ressources. Mais notre génie mécanique date d'hier, tandis que la mécanique florale fonctionne depuis des milliers d'années. Lorsque la fleur fit son apparition sur notre terre, il n'y avait autour d'elle aucun modèle qu'elle pût imiter. Il a fallu qu'elle tirât tout de son propre fond. À l'époque où nous en étions encore à la massue, à l'arc, au fléau d'armes, aux jours relativement récents où nous imaginâmes le rouet, la poulie, le palan, le bélier, au temps, c'était pour ainsi dire l'année dernière, où nos chefs-d'œuvre étaient la catapulte, l'horloge et le métier à tisser, la sauge avait façonné les arbres pivotants et les contrepoids de sa bascule de précision, et la pédiculaire ses ampoules obturées comme pour une expérience scientifique, les déclenchements successifs de ses ressorts et la combinaison de ses plans inclinés. Qui donc, il y a moins de 100 ans, se doutait des propriétés de l'hélice que l'érable et le tilleul utilisent depuis la naissance des arbres? Quand parviendrons-nous à construire un parachute ou un aviateur aussi rigide, aussi léger, aussi subtil et aussi sûr que celui du pissenlit?
Quand trouverons-nous le secret de tailler dans un tissu aussi fragile que la soie des pétales un ressort aussi puissant que celui qui projette dans l'espace le pollen doré du genêt d'Espagne? Et la momordique ou pistolet de dame, dont je citais le nom au commencement de cette petite étude, qui nous dira le mystère de sa force miraculeuse? Connaissez-vous la momordique? C'est une humble cucurbitacée, assez commune le long du littoral méditerranéen. Son fruit charnu, qui ressemble à un petit concombre, est doué d'une vitalité, d'une énergie inexplicable. Si peu qu'on le touche, au moment de sa maturité, il se détache subitement de son pédoncule par une contraction convulsive et lance à travers l'ouverture produite par l'arrachement, mêlée à de nombreuses graines, un jet mucilagineux d'une si prodigieuse puissance qu'il emporte la semence à 4 ou 5 mètres de la plante natale. Le geste est aussi extraordinaire que si nous parvenions, proportion gardée, à nous vider d'un seul mouvement spasmodique et à envoyer tous nos organes, nos viscères et notre sang à un demi-kilomètre de notre peau ou de notre squelette. Du reste, un grand nombre de graines usent en balistique de procédés et utilisent des sources d'énergie qui nous sont plus ou moins inconnues. Rappelez-vous par exemple les crépitements du colza et du genêt. Mais l'un des grands maîtres de l'artillerie végétale, c'est l'épurge. L'épurge est une euphorbiacée de nos climats, une grande mauvaise herbe assez ornementale qui dépasse souvent la taille de l'homme. En ce moment, j'ai sur ma table, trempant dans un verre d'eau, une branche d'épurge. Elle porte des baies trilobées et verdâtres qui renferment les graines. De temps en temps, une de ces baies éclate avec fracas et les graines, douées d'une vitesse initiale prodigieuse, frappent de tous côtés les meubles et les murs. Si l'une d'elles vous atteint au visage, vous croirez être piqué par un insecte, tant est extraordinaire la force de pénétration de ces minuscules semences grosses comme des têtes d'épingle. Examinez la baie, cherchez les ressorts qui l'animent, vous ne trouverez pas le secret de cette force. Elle est aussi invisible que celle de nos nerfs. Le genêt d'Espagne, Spartium juncum, a non seulement d'écosses, mais des fleurs à ressorts. Peut-être avez-vous remarqué l'admirable plante. C'est le plus superbe représentant de cette puissante famille des genêts, âpre à la vie, pauvre, sobre, robuste, que ne rebute aucune terre, aucune épreuve. Il forme le long des sentiers et dans les montagnes du Midi d'énormes boules touffues, parfois hautes de 3 mètres, qui de mai à juin se couvrent d'une magnifique floraison d'or pur, dont les parfums mêlés à ceux de son habituel voisin, le chèvrefeuille, étalent sous la fureur d'un soleil calcaire des délices qu'on ne peut définir qu'en évoquant des rosées célestes, des sources élyséennes, des fraîcheurs et des transparences d'étoiles au creux de grottes bleues. La fleur de ce genêt, comme celle de toutes les légumineuses papilionacées, ressemble à la fleur des pois de nos jardins, et ses pétales inférieurs, soudés en éperons de galère, enferment hermétiquement les étamines et le pistil. Tant qu'elle n'est pas mûre, l'abeille qui l'explore la trouve impénétrable. Mais dès qu'arrive pour les fiancés captifs l'heure de la puberté, sous le poids de l'insecte qui se pose, l'éperon s'abaisse, la chambre d'or éclate voluptueusement, projetant au loin avec force sur le visiteur, sur les fleurs prochaines, un nuage de poudre lumineuse qu'un large pétale disposé en auvent rabat par surcroît de précaution sur le stigmate qu'il s'agit d'imprégner. Chapitre 15. Ceux qui voudraient étudier à fond tous ces problèmes, je les renvoie aux ouvrages de Christian Conrad Sprengel, qui, le premier, et dès 1793, dans son curieux travail Das entdeckte Geheimnis der Natur, traduction Les secrets de la nature révélés, analysa les fonctions des différents organes chez les orchidées, puis au livre de Charles Darwin, du docteur H. Müller de Lippstadt, de Hildebrandt, de l'italien Del Pino, de Hooker, de Robert Brown et de bien d'autres.
C'est parmi les orchidées que nous trouverons les manifestations les plus parfaites et les plus harmonieuses de l'intelligence végétale. En ces fleurs tourmentées et bizarres, le génie de la plante atteint ses points extrêmes et vient percer, d'une flamme insolite, la paroi qui sépare les règnes. Du reste, il ne faut pas que ce nom d'orchidée nous égare et nous fasse croire qu'il ne s'agit ici que de fleurs rares et précieuses, de ces reines de serre qui semblent réclamer les soins de l'orfèvre plutôt que ceux du jardinier. Notre flore indigène et sauvage, qui comprend toutes nos modestes mauvaises herbes, compte plus de 25 espèces d'orchidées, parmi lesquelles, justement, se rencontrent les plus ingénieuses et les plus compliquées. C'est elles que Charles Darwin a étudiées dans son livre « De la fécondation des orchidées par les insectes », qui est l'histoire merveilleuse des plus héroïques efforts de l'âme de la fleur. Il ne saurait être question de résumer ici, en quelques lignes, cette abondante et féerique biographie. Néanmoins, puisque nous nous occupons de l'intelligence des fleurs, il est nécessaire de donner une idée suffisante des procédés et des habitudes mentales de celles qui l'emportent sur toutes dans l'art d'obliger l'abeille ou le papillon à faire exactement ce qu'elle désire, dans la forme et le temps prescrit.